On reçoit tout de suite Régis Maillot. Installez-vous, notre 5e chroniqueur du soir. Ravi de vous recevoir. Je vous présente Eric, Mathieu, Charlotte, Marc. Vous allez bien? Formidable, formidable. Ravi de vous recevoir. Petit conseil pour les galettes. Moi, est-ce que je suis dans la team sur la plaque de four à 100 degrés en chaleur tournante? C'est pas vous? C'est la galette de Charlotte. Hein. C'est elle qui a tout fait. Donc là, c'est elle qui cuisine pour nous de temps en temps. Vous avez choisi votre jour. Hein. Oui, j'ai bien. Oui, j'espère que j'aurai la fève. Tant qu'on a des... Régis Maillot, vous êtes un humoriste, je disais un peu un humoriste, je sais pas comment on dit, un peu résistant, bien connu. Vous êtes au Théâtre des Deux Ânes à Paris, vos nouveaux spectacles s'appellent les Nouveaux Ridicules. Et est-ce que je peux vous poser la question à laquelle vous répondrez non, j'imagine. Peut-on rire de tout, 10 ans après Charlie Hebdo? Surtout pour vous, les humoristes, qu'est-ce qui a changé pour vous en 10 ans? Ah oui, c'est un peu... Oui, est-ce qu'on peut rire de tout? Oui, mais il faut quand même avoir une bonne mutuelle. Parce que c'est devenu un petit peu compliqué. Hein, c'est un peu... c'est vrai que depuis Charlie, humoriste est régulièrement classé dans la catégorie des métiers à risque. On est, je crois, entre surfeur à La Réunion et prof d'histoire en ZEP. C'est vrai que c'est compliqué. Il y a encore quelques temps, quand on faisait une plaisanterie qui était mal reçue, parce qu'une plaisanterie peut être mal reçue, on vous fusillait du regard, maintenant on vous fusille tout court. Donc c'est ça qui est un petit peu inquiétant. Donc on prend nos précautions, mais on n'a pas à les prendre finalement. On a à rester libre. Mais c'est vrai qu'il y a une petite chape morale qui s'installe tranquillement. Et de quoi on ne peut plus rire? Par exemple, de quoi on ne peut plus rire? En fait... On peut rire finalement de tout. Qu'est-ce que vous avez supprimé dans vos spectacles? Parlons franchement, nous on est direct. J'ai supprimé ce qui n'était pas drôle, hein, déjà. Ça m'a fait un peu de boulot. Hein, ouais, oui, c'est vrai, exactement. D'ailleurs, je vous remercie de m'avoir accueilli parce que j'ai arrêté l'humour. Alors, Mathieu Bocoté va dire que j'avais jamais vraiment débuté. Alors... qu'est-ce que vous autocensurez? Non, j'imagine. Non, en spectacle, je ne m'auto-censure pas du tout. Sur les médias, c'est différent. Je ne vous crois pas. Hein. C'est différent parce que je vais vous expliquer tout simplement, quand on est dans une émission de radio, moi j'ai fait beaucoup de radio, de la télévision, etc., on va chez les gens. Alors que quand on est sur scène, c'est eux qui viennent chez nous. On est dans notre salon. Donc il y a une convention du rire et il y a cette catharsis qui est déjà là. Donc là, on se censure pas. Au contraire, on a une mission de révélateur, de vigie et d'aller justement sur toutes les vaches sacrées qui sont changeantes et qui sont nouvelles aujourd'hui. Vous dites que l'humour est une arme contre l'imposture. J'ai lu ça dans le journal du dimanche. Ouais. Oui, c'est une posture aussi, l'humour. C'est une posture contre les imposteurs. C'est ce que disait Pierre Dac, d'être contre tout ce qui est pour et pour ce qui est contre. C'est ça qui est intéressant. Donc les bourgeois d'un jour deviennent les bourgeois, les provocateurs du lendemain. Donc on est là, on est une vigie, on a nos petites cibles qui varient. Donc en ce moment, effectivement, il y en a quelques-unes qui m'amusent avec ces nouveaux ridicules, quoi. Ces vendeurs de moraline qui sont très sympathiques, ces vertueux de salon. C'est marrant parce qu'on est passé de « il est interdit d'interdire » à « ton propos est problématique ». On est passé de l'intersectionnalité de l'international à l'intersectionnalité, de « je suis Charlie » à « je suis Charlie mais ». Ça c'est pour un humoriste, c'est assez intéressant. Je suis allée voir votre spectacle et j'ai beaucoup rigolé du début à la fin. C'était vous, hein? Oui, c'était moi, au fond de la salle, qui rigolait très fort. Mais attention... Oui, c'est la dramaturgie du personnage, puisque c'est un personnage là qui arrive et qui veut s'ouvrir au nouveau monde. Donc je suis allé voir ma conjointe, je lui ai dit je veux me déconstruire. Elle m'a dit t'es même pas terminé. et donc je rentre dans ce monde merveilleux du progrès où je rencontre ma petite nièce qui est formidable, qui veut être activiste écolo. Ça c'est les nouveaux cœurs purs de l'écologie. Alors elle balance de la bouffe sur les œuvres d'art. C'est formidable ça. Elle balance de la peinture sur Van Gogh, de la purée sur mais les tableaux sont mieux nourris dans les musées que les vieux dans les EHPAD. Il faut le savoir maintenant. C'est bien. Marc me donne une question ensuite. Mathieu, Charles, Eric. Le fait de rire comme ça, est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas au contraire envie d'en rajouter? Parce qu'il y a une nécessité. Quand on voit cette société qui se replie de plus en plus, une société dans laquelle les bien-pensants imposent leur dictature, est-ce que vous ne dites pas, je vais sortir la grenade de la déflagration?
Oui, on est un peu des sales gosses, quoi. C'est-à-dire Ah oui, déjà, c'est bien, quand on nous empêche de faire quelque chose, on a évidemment envie de le faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'humour, c'est d'épaissir le trait. Et le ridicule est tellement fort qu'on est obligé d'être presque dans l'outrance et dans l'exagération. Donc oui, de temps en temps, on a envie de... C'est l'esprit d'ailleurs un peu harakiri. Oui, c'est ça. C'est ça, hein. C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est d'aller trop loin, sinon ça n'a aucun intérêt. Alors, peut-être y a-t-il un territoire réservé pour l'humour aujourd'hui, une liberté d'expression autorisée pour les humoristes, mais dès qu'on sort du domaine de l'humour, on parle de la liberté d'expression aujourd'hui, les lois sont nombreuses pour dire si t'as pas le droit de dire ça, délit d'opinion pour ci, pour ça. Est-ce que ces lois qui se sont multipliées et qui interdisent tel et tel propos vous inquiètent? Ah oui, enfin, il y a pas tant de lois que ça. Depuis les lois Guesso, finalement, c'est plutôt des lois morales qui s'imposent. Qui conduisent au tribunal. Hein. Oui, qui conduisent au tribunal ou au tribunal médiatique. Oui, c'est inquiétant. Bah, évidemment. D'ailleurs, toute forme de... Je veux dire, si aujourd'hui le silence devient la plus raisonnable des opinions, autant partir directement en dictature. Mais on y est. On y est. Voilà. Enfin, je ne sais pas si on y est, mais il y a une forme de dictature un peu morale, mais c'est vrai, moi j'ai un copain, il est comique en Corée du Nord. Bon, il bosse pas beaucoup. Il est mime sans bras, parce qu'ils lui ont même enlevé ça. Mais si on en arrive là, c'est un peu gênant. Donc, la liberté d'expression, on en parle beaucoup. Mais je pense que c'est un peu comme l'amour, il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a que des preuves d'amour. Et donc c'est à nous, humoristes, de faire preuve au quotidien de cette liberté d'expression, avec sourire, parce qu'on est là pour amuser, pour révéler. Par en parler des dessins de Charlie, si un dessin de Charlie choque, c'est tant mieux. S'il fait rire, tant mieux aussi. Il n'est pas là pour moraliser, on révèle. Je parlais des dessins de Charlie, je vais vous donner un autre exemple. Il y a quelques années, il y a eu aussi un procès contre valeur actuelle pour d'autres dessins qui étaient celles de la députée Obono. Et là, soudainement, les dessins de Charlie étaient autorisés, mais les dessins de valeur actuelle ne l'étaient pas. Est-ce que, de ce point de vue, la cause de la liberté d'expression, c'était pas aussi de défendre valeur actuelle? Oui, forcément. Oui, il faut savoir comment dire, s'amuser de tout. Ou surtout quand on est dans la caricature. Après, bon, si ces dessins avaient été révélés comme racistes ou discriminatoires, très bien. Mais grosso modo, alors c'était peut-être pas dans le cadre d'un journal satirique, mais donc le privilège de l'humour est reconduit. Oui, mais c'est bien d'avoir ce petit privilège. Ah, je ne vous l'accorde pas. J'aimerais avoir la même liberté que vous. Oui, bah vous l'avez. Vous avez une liberté médiatique, etc. Mais moi, j'ai le privilège, notre privilège, on n'a pas un privilège d'humoriste. D'ailleurs, maintenant, comme tout le monde est fragile, moi, j'ai arrêté l'autodérision parce que je suis trop sensible. Avant, il y avait quand même un petit privilège. Et il reste encore un petit privilège. Mais il y avait nécessité. Il y avait les provocateurs, il y a Jacques Maillot, mais il y avait Coluche, Jean-Yann. Il y a Jean-Yann, etc. Et là, on se dit quand même, et ils avaient, même si souvent le courant d'air les enlevait du média où ils étaient en place, ils rejaillissaient ailleurs. Ouais. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'humoristes véritablement dans les médias. Oh, il y en a, si, en fait. Moi, Jean-Michel Apathy. Sur France Inter, il ne faut pas vraiment rire. On est dans une sorte de convenance. Oui, mais ça, je vais dire, en fait, chaque médium, finalement, amène. On est en train de perdre Charlotte. C'est ça qui m'inquiète depuis tout à l'heure. Je suis perturbé. Non, on commence à s'habituer. Donc, oui, des humoristes. Non, mais il n'a pas tort. C'est-à-dire qu'avant, régulièrement, dans les émissions télé, on avait régulièrement un humoriste qui venait. Maintenant, on est tellement sanctionné, on est tellement sensible à tout, que maintenant, on a peur de d'inviter un humoriste dans les émissions télé. Peur de tout peut être porté à confusion, prêté à confusion, à censure, etc. Donc, les humoristes à la télévision, à la radio, sont en nombre réduit aujourd'hui. Ce qui est intéressant, finalement, ça serait de retrouver des vraies émissions, nous, comme on fait peut-être sur Paris Première depuis un moment, avec nos amis satiristes. C'est des vraies émissions d'humour. C'est vrai qu'aujourd'hui, on met les humoristes sont partout, les comiques sont partout, mais l'humour est un peu nulle part. Ça devient un peu un bruit ambiant. Voilà, c'est chaque radio a son comique de service. Pseudo-comique, souvent. Oui, après, parce qu'il ne faut pas déranger. Oui, il ne faut pas déranger, mais il faut être plus ou moins dans une ligne. Mais est-ce qu'une vraie émission d'humour, de satire, c'est ça qui est intéressant ?
Parce que, moi j'ai fait beaucoup d'émissions aussi où j'ai été dans des matinales. Que ça soit sur Inter ou RTL pendant longtemps. Vous avez été viré? Oui, j'ai été viré de partout. Parce qu'on vous engage pour ce que vous êtes et on vous vire pour la même chose. Voilà. Mais c'est pas forcément très marrant non plus de faire toujours un papier à côté de deux sujets très sérieux, dans une ambiance un petit peu compliquée. L'humour aussi, c'est un contexte. Hein. Donc, Charlotte Dornelas. Je vais essayer d'y arriver. Non, mais vous disiez tout à l'heure, avant on nous fusillait du regard, maintenant on nous fusille tout court. C'est vrai pour le terrain de l'islamisme. Bien sûr. Le triste anniversaire qu'évoquait Christine nous le prouve. Mais au-delà de ça, vous disiez il y a des nouvelles morales. Alors ce ne sont pas des morales qui tuent, en tout cas pas physiquement. Oui, c'est ça. Mais qui peuvent empêcher de travailler et qui peuvent tuer une carrière. En revanche, et quels sont les nouveaux sujets? Vous disiez on a changé de sujet. Quels sont les nouveaux sujets pour vous identifiés qui sont extrêmement dangereux, entre guillemets? Alors, il y avait les sujets, effectivement, sur les questions de genre qui sont devenues très, très sensibles. Donc, il faut forcément s'en amuser, parce que c'est pas parce qu'on vous impose une vérité qu'elle doit être partagée par tous. Donc, on en rit. Dans 10 ans, vous irez en prison. Hein. Mais je donne un exemple. Mario Maréchal a contesté, vous savez, au moment, je pense, des Césars ou de prix de cinéma européen, un acteur qui était autrefois homme, dit désormais femme, il y a eu l'opération, elle a contesté en disant « Pour moi, ce n'est pas une femme, c'est un homme ». Eh bien, elle est poursuivie dans les tribunaux aujourd'hui. C'est pas le tribunal médiatique, c'est les vrais tribunaux. C'est grave, non? Elle est poursuivie pour ça, oui. Écoutez, oui, si elle est poursuivie, on verra bien si la justice fait son cours là-dessus. Mais en tant que tel, le fait que les lignes bougent. Le pauvre, on l'assaille de questions. Mais le fait qu'elle se retrouve devant la justice, c'est pas ça le problème? Parce que en fait, c'est effectivement la morale d'une époque est toujours un petit peu a tendance un peu à charger. Il y a une forme d'inquisition. Mais est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'en général, ensuite, devant la 7e cour, ils perdent presque toujours. Non, mais en revanche, est-ce que c'est pas le tribunal médiatique le véritable censure? La censure, effectivement, la censure avant, on venait d'en haut. Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu nous. On est tous devenus des petits empereurs romains. On a le pouce vers le bas. On se signale. Ça, c'est bien. J'aime bien la notion de signalement. C'est la délation joyeuse. Voilà. Et ça, oui, ça c'est un peu... C'est pas très confortable. Éric Tegner. Mais on est là pour lutter. Voilà. Est-ce que cette idée que dans le fond, l'humour, il est là pour bousculer un petit peu les gens, ce n'est pas surjoué dans la mesure où aujourd'hui, il y a une offre quand même très diversifiée du nombre d'humoristes, que dans le fond, ceux qui vont par exemple venir vous voir au spectacle, ils savent un petit peu sur quelle ligne vous êtes. Et si vraiment ils attendaient d'être bousculés, vous pourriez leur faire la blague, par exemple, d'être remplacés par un humoriste de France Inter. Je ne suis pas certain que ça leur fasse plaisir. Est-ce que souvent, on explique que c'est la faute des médias, des autres? Est-ce que vraiment votre public, il est prêt et il serait prêt à être bousculé, mais à tous les niveaux? Dernier mot. Dernier mot, en quelque sorte. Prisonnier de son personnage à un moment. Oui, il y a beaucoup de clientélisme dans l'humour. Moi, j'essaie de ne pas trop en faire et d'être fidèle à ma désobéissance, quoi. La désobéissance d'un jour ne sera pas celle forcément de demain, parce que justement, on a un petit rôle de vigie. Et puis, les bourgeoisies d'un jour, qu'elles soient de gauche ou de droite, de temps en temps, basculent. Le mauvais genre. Merci voilà. Eric, merci à vous pour vos questions. Et c'est vrai, à la fin de votre spectacle, vous dites que vous tenez l'humour pour rester debout. Et c'est important de rester debout. Restez avec nous, écoutez la dernière chronique de Mathieu Bocoté. Éric Zemmour et Sarah Knafo seront présents lors de l'investiture. Ils ont été invités lors de l'investiture de Donald Trump le 20 janvier à Washington. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette percée internationale du président de Reconquête et de sa députée européenne? Première chose, je note qu'Éric Zemmour ne se contente pas de parader devant le tribunal médiatique, c'est qu'il est toujours devant les vrais tribunaux, eux, comme quoi la morale de notre temps mord juridiquement. Donc ça, et peut-être est-ce une des raisons pour lesquelles il se retrouve, cela dit, à Washington, se retrouvera à Washington. Alors je m'explique. Oui, dites-nous. Zemmour, traverse des moments difficiles. Il y a eu sa percée politique 2021, 2022, on connaît les circonstances. Ensuite, plusieurs remettent en question sa pertinence, sa légitimité. Peut-il encore tenir? Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, il sera avec Sarah Knafo, et ce seront les deux seuls Français présents à l'inauguration de Donald Trump. Autrement dit, Donald Trump
choisis dans chaque pays en quelque sorte. Voilà mes interlocuteurs, voilà ceux qui appartiennent à ce qu'Emmanuel Macron appellerait probablement l'international réactionnaire. Et dès lors, qui sont les représentants de l'international réactionnaire en France, selon Donald Trump, qui vient de remporter son pari de son côté? C'est Éric Zemmour et c'est Sarah Knafo. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Politiquement, en France, il traverse un moment difficile, mais il trouve à renaître à travers la scène internationale, à travers le point central de la vie politique mondiale pour les prochaines semaines, ce qui se passe à Washington. Alors, est-ce que c'est une intervention du Saint-Esprit ou du bon Dieu qui l'ont conduit là? Pas vraiment, ou peut-être. Mais à tout le moins, j'ai des explications plus mondaines quant à moi, plus terrestres, et lesquelles, eh bien, il faut se souvenir que cet été, Sarah Knafo a fait un stage, enfin pas un stage, que dis-je, une formation au Claremont Institute. Le Claremont Institute, qui est en Californie, c'est probablement de tous les think tanks conservateurs américains, c'est assurément un des plus intéressants. C'est un think tank où il y a du vrai travail de fond. Et elle a fait une formation là-bas. Donc, qu'est-ce qu'elle avait? Elle a cultivé des réseaux conservateurs américains. Je note que la droite nationale en France aujourd'hui ne se veut pas toujours conservatrice. La droite nationale en France refuse l'étiquette conservatrice. Dès lors, qu'est-ce qu'on voit? Il y a le courant national conservateur, qui est celui de Reconquête, qui est celui de Zemmour, qui est celui de Knafo, qui est celui d'autres personnes, est aujourd'hui, dans cette dynamique qu'on voit un peu partout dans le monde, peut-être l'interlocuteur, à tout le moins pour les Trumpiens qui sont en responsabilité. Je note que pour l'instant, Marine Le Pen n'est pas invitée, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne le sera pas. On verra quelle est la suite des choses, parce que ce n'est pas non plus une figure mineure de la vie politique française, on ne l'oubliera pas. Autre chose qu'on doit noter, chaque figure importante de la droite nationale en France trouve le moyen d'avoir un écho à l'étranger qui permet de légitimer sa position en France. Donc, dans le cas d'Éric Zemmour, c'est avec la figure de Trump, il faut le noter. Et Sarah Knafo, les deux font la paire dans les circonstances, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans le cas de Marine Le Pen, c'est le lien avec Viktor Orban, qui lui a appliqué un programme national conservateur. On pourrait dire Marine Le Pen ne se fait pas conservatrice, mais elle est alliée avec Viktor Orban et ils ont mené un travail commun, donc elle a un écho en Hongrie. Et dans le cas de Marion Maréchal, c'est avec Mme Meloni en Italie. Donc qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui à travers cette triple référence des droites nationales françaises? Eh bien, ça nous dit une triple inspiration et 3 chemins possibles pour l'avenir de la droite nationale en France. Valeurs Actuelles vient de publier un grand entretien avec Éric Zemmour. D'ailleurs, comment s'inscrit-il dans ce nouveau contexte? Franchement, c'est un entretien de très grande qualité. C'est intéressant parce que Zemmour, et c'était sa force, et ça demeure sa force, trouve le moyen de situer le présent dans le temps long de l'histoire. Il dit, par exemple, longtemps, la France a influencé les États-Unis. Longtemps, la France était la puissance intellectuelle qui inspirait les États-Unis. Il se dit, depuis un certain temps, convenons-en, les États-Unis influencent beaucoup la France, influence beaucoup l'Europe. Et ce qu'il dit, il dit la vague trumpienne va d'une manière ou de l'autre déferler en Europe. Elle le fait déjà dans certains pays, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il dit il y aura des conséquences pour tout cela. Et dans son programme, dit-il, eh bien moi, mon objectif, c'est d'être capable de porter cette vague à la française. Donc tout comme elle ne sera pas en France, comme en Espagne, comme en Suède, mais cette vague sera portée. Il ajoute une chose, c'est un esprit insurrectionnel qu'il porte. Il nous dit notre époque a une tentation totalitaire. C'est une tentation totalitaire absolument inquiétante. Donc il dit il faut dépolitiser. Rappelez-vous, on en avait parlé ici. Il faut faire reculer considérablement le rôle de l'État dans nos sociétés, oxygéner les sociétés, restaurer une liberté la plus complète. Et il termine en disant, et ça c'est important, je crois que pour l'instant, je suis engagé dans ce combat parce que je me sens le meilleur pour porter mes idées, mon programme, ce à quoi je crois. Si quelqu'un d'autre peut le porter, il le portera, il n'y a pas de souci. Mais je suis à un moment particulier de l'histoire de mon pays et je porte ce programme parce que personne d'autre ne le porte. Je suis un combattant, dit-il. Au-delà même d'un intellectuel, un journaliste, je suis un combattant. Ça vaut la peine de lire cet entretien. Merci à